Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Attention tout le monde, boum pour une nouvelle vidéo ciné, mais où on va vraiment parler boxe aussi. Et pour être rejoint dans cette vidéo que j'espérais faire depuis honnêtement des années sur ce sujet, je n'avais jamais réussi à trouver quelqu'un qui connaissait ce film, qui avait des choses à dire sur ce film, mais ce moment est arrivé avec un sociétaire de la piraterie de la boxe niveau cinéma. Il tient avec Fouad une très très belle page. Vous la connaissez, c'est bien sûr Guillaume de l'heure magique. Salut Guillaume, comment vas-tu? Salut Captain, salut les pirates. Eh ben Guillaume, on est là dans une vidéo qui me fait vraiment plaisir de faire, mais qui n'aurait jamais eu trouvé son existence si toi, sur Insta, tu m'as Ouais, pas branché, hey, Captain, regarde ça. Et je dis, mais ouais. effectivement, The Great White Hype, pas facile à dire ce titre anglais, The Great White Hype, mais qui a un vrai sens, on va en parler. Ce film que j'avais découvert à l'époque, et qui est assez spécial, on va dire, Mhm. plutôt, on va peut-être le dire aussi, Guillaume, plutôt raté aussi, Faut être honnête. Faut faut être être honnête. honnête, Voilà. plutôt raté, mais qui est clairement, en tout cas dans mon credo, c'est-à-dire fou de cinéma, fou de boxe, fou des années 90, tout est réuni. En fait, voilà. Alors, ce qu'on appelle chez les francophones, et honnêtement, je ne sais pas si toi tu as fait plus de recherches, moi, je te dirais comment je l'ai découvert, mais je ne sais pas s'il a une sortie française, ce film. Même une sortie technique, je me demande. Mais chez les francophones, il s'appelle La couleur de l'arnaque, qui n'est pas un si mauvais titre. Qui est pas un si mauvais titre. Non. Voilà. Apparemment, le DVD existe. Apparemment, le DVD existe. Je sais qu'il est sur iMovie, enfin sur iTunes, c'est vrai que tu peux l'acheter. Je l'ai donc. Ouais, je l'ai vérifié. Ah, t'as le DVD? J'ai le DVD chez moi, donc je vous le confirme. S'il vous intéresse à la fin de ce show, vous pouvez vous le commander sur toutes les plateformes D'accord. qui existent et peut-être même chez votre Furet du Nord ou Fnac la plus proche si vous avez du bol. Ou comment dire, cash convert, c'est comment on appelle les trucs comme ça là et tout. Easy Easy Cash, Cash, à mon ouais, avis, c'est plus, sa place, c'est là-bas. ouais, plus sur, oui, dans les bacs, tu sais, tout au fond, là, tu sais. Donc, dis-moi, bah, allez, dis-moi, Guillaume, comment tu découvres, enfin, comment tu t'en viens à avoir ce DVD? Ah, moi, je connais depuis ce film, je le connais depuis que je suis très jeune parce que mon grand-père, enfin, et ma grand-mère avaient une collection de DVD assez impressionnante et du coup, moi, je me faisais plaisir de me bouffer du film en fait toute la journée quand je séjournais dans leur maison. Oui. Et celui-là en faisait partie. Et du coup, je suis tombé dessus parce que t'avais l'affiche qui était cool, tu vois le casting, t'as quand même Samuel L. Jackson, tu as Il y a Jeff un casting Goldblum, de dingue. t'avais Le Jamie Foxx. casting, Jamie ouais. Foxx, peut-être une de ses toutes Oui, premières apparitions au au ciné. Cinoche. Mhm. Il n'avait pas encore tourné L'Enfer du Dimanche, qui allait révéler dans le Ouais, rôle de ouais, Woody qui Billman. arrive 3 ans plus tard, ouais. Peter Berg et tout, puis plein de second couteaux, ces fameuses gueules en fait que tu reconnais mais dont tu ne connais pas le nom. Donc moi j'étais vraiment fort. Et en fait, c'est un film que j'adorais regarder avec mon grand-père parce qu'on se marrait toujours, mais j'ai jamais cessé de trouver le film loupé en fait. Il y avait Ouais. toujours un truc qui allait pas. Le film était pas bon et je le revoyais. Et à chaque fois je me disais mais c'est ça, putain mais c'est flingué, ça fonctionne pas. Et pourtant en fait il y avait toujours en fait un mauvais esprit dans ce film Mm. qui me plaisait profondément, quoi. Ouais. Parce que Ah c'est un bah, film qui. on se rejoint. Voilà, Mm. ouais, c'est un film, tu sens qu'il a été fait avec des mauvaises intentions. Ce que je veux dire par là, c'était pas artistiquement parlant, mais tu sentais que le mec, il voulait piquer là où ça fait mal, tu vois. Et puis, surtout, sortir du cadre de subversion politiquement acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est une satire, donc, sur le milieu de la boxe, hein, à travers cette espèce de match complètement improbable qui vont monter entre le champion du monde poids lourd et puis un vieux rocker perdu de Seattle qui l'a battu en amateur 10-15 ans auparavant pour essayer de recréer un peu d'événements, tu vois. Mais c'est donc une satire, mais qui n'essaie pas d'être poli, en fait. Tu sens que Mm. il ne se contente pas de dire, en fait, ce que tout le monde peut être prêt à dire. Non, Ouais. non, il appuie sur des ressorts assez cyniques de façon assez méchante. Et en fait, Et c'est assez bourrine en plus, hein. C'est très ce qui est bruyant. Ouais. très bourrine, très très bourrine, effectivement. Alors moi, je le découvre en fait en 97. Ce film est de 96. Il sort, je pense, en septembre 96 aux États-Unis, mais à vérifier. Mais il sort en 96.
À l'époque, en 97, j'ai CanalSat avec leur système, ils appelaient, je sais plus comment ils appelaient ça, mais de pay-per-view, de film pay-per-view, tu vois, et donc gros cinéphile, moi je m'achetais ça, donc c'était entre Vegas Vacation, Showgirls, et j'étais déjà ouf de boxe, dingue de boxe, et je vois qu'il y a cette proposition-là de film, on voit la bande-annonce, et ça parle de boxe. C'est l'univers, en plus, c'est l'univers visuel dans lequel je suis totalement plongé à l'époque. Hein. C'est le MJM est là, est clairement là, et tout ça, ce nouvel hôtel. Enfin bref, je comprends que en fait, on parle d'une certaine façon de Tyson, de Don King et tout ça. Bref, je le prends. Et ce film-là, donc c'est pour moi une des premières grosses satires américaine bourrine que je découvre. Et malgré le fait qu'il y a plein d'ingrédients qui normalement devraient faire que mon moi jeune aurait dû kiffer la hype, si je puis dire, mais j'ai été fasciné par ce film, autant que j'arrivais quand même à me dire, dès le premier visionnage, il est raté. Et voilà. Et il y a cette fascination. Et donc, ce film est resté un peu, et je crois que je l'ai vu une seule autre fois depuis, il y a quelques temps. Et je savais que c'était un sujet pour ma chaîne YouTube, ça allait être un sujet. Et ça fait donc 7 ans que j'attendais de le faire. Merci à toi, Guillaume. Mais tout plaisir est pour moi, Captain. Mais tu sais, mais je trouve qu'il est même fascinant parce qu'il est raté, en fait. C'est un film dont le ratage est fascinant parce que, en fait, tu continues à regarder, tu continues à t'intéresser à ce qui se passe, alors que tu as l'impression que tout est fait pour que tu décroches quelque part. Et parce que, dans en le plus, ton, dans le montage. dans le En plus, montage, on sent, on peut dire tout de suite qu'on sent visuellement les influences de l'époque. C'est-à-dire que Natural Born Killer, comment on dit, tueur né, c'est ça. On sent qu'il y a eu cette influence parce que on passe de l'écran large et de la pellicule à un visuel de vidéoscope, visuel TV, tout ça, et ça switch beaucoup. Donc visuellement, c'est très, ça peut paraître, c'est un peu too much, presque rebutant. Et voilà. Et puis, moi, je me souviens quand même d'un début de film qui fonctionne bien et qui, peu à peu, décline au fur et à mesure du poids du film, en fait, parce qu'il y a un poids visuel et puis il y a aussi un poids du scénario, parce que ça part, en fait, dans tous les sens. Parce que, comme tu disais, il y a un casting de malade. Samuel Jackson, Jeff Goldblum, regarde Peter Berg dans un de ses premiers rôles, hein, peut-être, il avait fait de la télé, je pense, avant. John Lovitz, Jamie Foxx, Damon Wayans, dans le rôle, quelque part, hein, dans le premier rôle, même si c'est Samuel Jackson qui est le centre de l'intrigue. Il y a même John Rhys Davis qui jouait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, qui joue le rôle du coach raciste de Peter Berg dans le film. Ouais. Il y a même un acteur qui a joué dans cette super série qui était The Shield et qui malheureusement a fait les faits divers, puisqu'il a pété un boulard et je crois qu'il a tué sa compagne. Et maintenant, il va finir sa vie en prison. Et il jouait aussi dans ce film. Michael Jass, ouais, et qui jouait l'officier homosexuel refoulé de The Shield. En fait. De The Shield, c'était qui là joue en fait le challenger, comment dire, légitime de Damon Wayans, qui n'obtient pas son combat pour le titre, tu vois, qui n'obtient et donc en fait ça part dans tous les sens parce que Jeff Goldblum est un journaliste qui fait une enquête sur les méandres de la boxe. John Lovitz est une sorte de parasite de promoteur. Jamie Foxx se la joue manager, mais complètement à côté de complètement à l'ouest, à côté de la plaque. Bref. On peut dire aussi que ce film a une touche Living Colors. Prononcer Living Colors, tu sais, ce show qui était venu à un moment dans l'histoire de la TV américaine concurrencer Saturday Night Live et qui était mené par les Wayans et qui était un show beaucoup plus avec des gens avec plus de gens de couleur, avec un autre ton, et Jim Carrey faisait partie aussi de la bande.
Ouais, vas-y. Je pense qu'il y a même des gens qui l'ont appelé le Saturday Night Live noir, en fait. Au Ah, sens où c'était la version black, en fait, du ouais. Saturday Night Live. Et effectivement, déjà, introduire la question raciale comme ça aux États-Unis, c'est pas innocent parce que le film est effectivement très conscient de ça, en fait. Ah oui, oui. Et le fait, Le film est là-dessus, tu vois, complètement, est ouais. là-dessus. Il Et va, même est malaisant quelque part parce qu'il est tellement bourrin que. Enfin, bah, bref. il est malaisant parce que je pense qu'il tape juste, en fait, parce que, en fait, c'est clairement ça. Ils vont fabriquer un boxeur pour les blancs. Donc Ty Coughlin, donc il y a une sorte de fabrication totale, quoi. Le mec, on lui colle une identité irlandaise qu'il n'a pas. Ouais. On le Via des présente, photos. Voilà. voilà. Par exemple, on va voir là, En plus, face à face, Peter Berg, ouais, ouais, qui plus tard deviendra réalisateur, qui réalisera notamment Du sang et des larmes, Bienvenue dans la jungle ouais. et des films comme ça. Bon, Et qui, 1 an et demi plus tard, sort son premier film, Very Bad Thing. J'ai eu avec l'occasion d'en parler sur la chaîne. Ouais. chouette, très chouette film d'ailleurs. Mm. Mais en plus, il y a un air de Béné, en fait, ce mec-là. En fait, Tout à fait. il le fait pas exprès, hein, mais il y a vraiment un air de doux débile. Et du coup, ça revient super bien au rôle. Et ce qui est Et moi, je trouve que c'est le personnage le plus sympathique et surtout le plus amusant, en fait. amusant, oui. Alors, sympathique, je trouve pas. Ouais, Parce qu'en fait, moi, le personnage que je trouve le plus sympa dedans, en fait, c'est Damon Wayans. Qui est le oui, mec, en fait, qui en a rien à foutre, qui est hyper conscient, en fait, de toutes les ficelles qui s'activent devant lui. Et qui va s'amuser, justement. Comme le public, en fait, ne l'aime pas parce qu'il gagne trop facilement, il va du coup lui rétorquer son désamour. Du coup, tu vas voir que pour la préparation, il va se mettre à fumer des clopes, à manger des glaces. T'as quand même quelques scènes d'entraînement qui sont plutôt marrantes quand tu le vois essayer de faire son jogging pour courir derrière, ouais, marchant de glace, des trucs ouais. comme ça, quoi, Qui est tu vois. utilisé dans la bande-annonce, d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que, et d'ailleurs, ce qui fait que à la pesée, il ressemblera à ça. Voilà. Ouais, d'ailleurs, le faux ventre est vraiment moche. Faut le Elle dire, est vraiment moche, c'est ouais. vraiment dégueulasse, ouais. Vraiment Mais, dégueulasse. mais s'il faut, du coup, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, c'est un film qui te dit clairement que non seulement le racisme est une réalité américaine, mais en plus, c'est un business comme un autre. Et Oui, c'est un business comme un autre. Et ils en jouent clairement. Alors, tu le recouvres de bons sentiments, tu le recouvres d'un storytelling pour le rendre acceptable et faire dire aux gens, non, ce n'est pas à propos de la race, pas du tout. Alors qu'en fait, tu joues en permanence là-dessus pour vendre ton combat en faisant mine de ne pas y toucher. Donc je pense et que c'est bon. en plus avec ce personnage-là, joué par Samuel L. Jackson, qui vraiment se fait plaisir, où en fait le film te dit, vous inquiétez pas, tout le monde est raciste. C'est ça. Tout le monde est raciste, vous en sortirez pas. Tout le monde est raciste puisque il n'y a pas plus raciste que lui dans le film, vraiment. Ouais, mais C'est un film, en fait, c'est un film, je pense, écrit par des fans de sport, puisque, en fait, on comprend très vite, enfin, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre très vite que c'est une charge contre Don King. C'est une ouais, charge contre Don King, et d'ailleurs qui est bien interprétée d'une certaine façon par Samuel L. Jackson. Moi, je trouve qu'il le fait bien, tu vois, ce Machiavel, ouais. total. Et je trouve qu'il est très très pertinent là-dessus. Ah ouais. Et, et bah, vas-y, j'en oublie, j'en oublie ce que je voulais dire. Vas-y. Non, non, mais complètement. Puis en plus, tu sais, tout dans l'outrance permanente, dans les sourires, etc. et tout, dans cette espèce de show aussi, parce qu'il est dans c'est un mec qui est en représentation permanente, mais qui est sympathique, en fait, comme tous les Ouais. personnages, comme tous les bad guys sympathiques au cinéma, il est lucide, en fait. Il est lucide sur ce Ça, qu'il fait. Et c'est ce qui ça, rend. ouais, excuse-moi, mais quand tu le dis, parce que le film est hyper, comment dire, est survolté, parce que je pense qu'il y a aussi un thème qui n'est pas dit dans le film, ce qui n'est pas un des thèmes les plus importants, mais qui n'est pas dit, mais qui est dit dans la forme, c'est que c'est la drogue, la cocaïne, parce que c'est un film Mm. cocaïné. Je pense que par la forme, il lance aussi ce message-là que on est peut-être aussi dans un monde complètement infesté de ça, même si ils ne s'attardent pas là-dessus, ils auraient pu. Hein. Enfin voilà, moi je le ressens aussi comme ça, excuse-moi. Non, non, mais t'as raison, c'est fort possible. Et le fait qu'il ne le montre pas ne signifie pas qu'en fait qu'il n'en parle pas. En fait, tu vois, ça fait partie du package sans que tu aies besoin de le voir à l'écran, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, tu disais que le film était écrit par des fans de sport.
Il faut savoir qu'au scénario, c'est Ron Shelton, qui est un grand spécialiste du film sportif aux États-Unis. C'est lui qui avait Tout à fait. réalisé Les Blancs ne savent pas sauter avec Woody Harrelson et Wesley Snipes. Déjà le titre, hein. Déjà Ouais, le titre, il était c'est ça. dans ce sujet, hein, vraiment. Voilà, et en plus, il a toujours super bien su traiter, aborder cette question-là, en fait, la question du racisme. Il fera un film de boxe qui suivra peu de temps après avec Antonio Banderas et comment il s'appelle, Woody Woody Harrelson. Harrelson, les adversaires, ouais. Et c'est un grand spécialiste du sport aux États-Unis, du film sportif en particulier. Et c'est vrai que là, tu sens que le mec se fait plaisir, justement, peut-être parce qu'il ne le réalise pas lui-même, donc il est peut-être protégé par rapport à ça, à tirer à boulet rouge sur le système médiatique américain, qui est un storytelling qui joue complètement sur les pulsions racistes des gens. Et ce qui différencie en fait les personnages que tu as envie de sauver, en tout cas de mon point de vue dans le film, des autres, c'est que tu en as qui sont moins lucides là-dessus. Tandis que le personnage de Peter Berg, moi j'adore son interview, tu sais, quand il commence à dire je vais reverser tous mes gars aux sans-abri, Voilà. je déteste Las Vegas, c'est une vie qui traite mal les femmes, et puis le mec, le journaliste lui rétorque mais c'est vous qui avez fait la couverture de Playboy là avec Siboney il y a une semaine. Et là, Berg fait alors, déjà j'étais contre, et en plus, eh ben, ça ne représente absolument pas qui je suis. Tu sais, cette espèce de faux rebelle qui est dans l'indignation qui permanente. existe toujours, ces indignés permanents, Voilà. qui existent toujours et qui se contredisent, tout à fait. T'en as 13 voilà, et t'en as 13 à la douzaine aujourd'hui. Ils pullulent sur Twitter, sur Insta, sur les réseaux, sur machin, les indignés permanents de la vertu qui coûte pas cher, qui veulent bien en parler, mais qui ne font rien, en fait, tu vois. Et Peter Berg, c'est ça, c'est un hypocrite qui se rend même pas compte qu'il l'est, quoi, tu vois. Ouais. Et qui est sauvé parce qu'il joue bien le mec à côté de la plaque. La scène de la guitare où enfin il nous dévoile sa chanson. Moi, c'est mon gag préféré du film. Ouais. Tu sais que je me demande ce que redonnait Adam Sandler dans ce rôle-là. Effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, en sachant que Wayans et Sandler vont faire un film juste après. À l'épreuve des balles. Ouais, Bulletproof. Ouais. Effectivement. Donc, oui, ça aurait été intéressant. Mais je pense que c'est juste une question de physique. Pourquoi Peter Berg a eu ce rôle, c'est aussi parce qu'il fallait que physiquement, on y croit. Mais ce film est donc un film fou comme rarement on en a. Donc c'est pour ça que je le trouve raté. Moi, je pense que mon titre sera une satire ratée de la boxe, tu sais. Mais pourtant, il est tellement fou que quelque part, il faut le connaître. Exactement. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, en fait, moi je pense que le plus grand tort du film, c'est d'avoir été confié entre les mains de Reginald Hudlin, qui est le réalisateur, selon moi, du plus mauvais Eddie Murphy ever, qui est Boomerang. Ah oui, et tu sais que je suis allé voir ça au cinéma, j'étais gamin, mais j'étais allé voir ça au cinéma et j'étais déjà mal à l'aise, sans comprendre. Ouais, je te jure. Ouais, c'est marrant, je l'ai vu quand j'étais gamin aussi, alors je l'ai vu en VHS par contre, mais exactement la même sensation. T'es mal à l'aise comme devant un mec qui raconte une histoire drôle qui ne finit pas, qui n'est pas drôle et qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, tu sais. Ce genre de truc où t'es vraiment mal à l'aise pour la personne en face. Ouais. Et le problème, c'est que le mec, il dort. C'est un film cocaïné réalisé par un mec qui dort derrière son objectif. Alors, c'est un oxymore formidable. C'est vrai. Mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Et c'est très bizarre parce que du coup, t'as l'impression de voir un film qui a été abandonné au tournage par son producteur et son réalisateur, et qui a même été laissé tomber au montage par les exécutifs du studio qui n'ont même pas essayé d'en faire quelque chose, parce que normalement, même dans les comédies américaines loupées, tu sens que les mecs, ils essaient au moins d'être efficaces, et là, c'est jamais le cas, en fait. Et le film ressemble presque à ce que les Américains appellent un rough cut. C'est la première version du montage quand tu ne fais qu'assembler les plans. Et tu as l'impression que là, tu n'as même pas de design sonore, tu n'as même pas, en fait, d'effort sur l'image qui est fait en post-prod. Et du coup, c'est marrant, t'as vraiment l'impression que le film a été laissé tomber, comme si les mecs s'étaient dit au bout d'un moment, on ne veut pas miser $1 de plus sur ça. Et malgré tout, ouais, le mauvais... excuse-moi, vas-y, continue. Après, je vois que malgré tout, ce qui est assez remarquable, c'est que le message du film, surtout sa manière de l'articuler, son mauvais esprit, ses mauvaises intentions, son esprit cynique et corrosif, ça résiste quand même à sa déficience de fabrication. Ça résiste à tout ça. Je pense aussi que, pour parler des producteurs, je crois percevoir qu'ils se sont reposés sur, finalement, l'effet Living Colors. C'est-à-dire qu'ils ont fait un casting de ouf, et puis ils ont un peu dit... et d'ailleurs, n'est-ce pas un peu... excuse-moi, il y a du bruit autour de moi. N'est-ce pas un peu la même chose que ce qu'on demande aux boxeurs, tu sais, genre Jimmy Foxx, allez, fais-nous rire. Vas-y.
vas-y, ta carte blanche, fais-nous. Ouais. Ça marche jamais. Quand tu le laisses comme ça ne marche jamais. On sent qu'il y a un déficit d'écriture et de cadrage, quoi, de cadrage dans l'écriture qui est très important. Mais avec, comme je te dis, des mecs qui comprennent. Enfin, je pense que Samuel Jackson comprend tellement le ton du film regardez-le simplement pour lui parce que comment dire, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a aussi bien parlé de Don King sans parler de Don King. Clairement. Ah oui, mais... Complètement. Et ce film arrive vraiment à une période où la période imprègne le film. Parce qu'ils veulent rendre ce film-là réaliste. Donc, le MGM est utilisé. Le MGM vient d'être construit, vient d'ouvrir 2 ans auparavant. Il a déjà commencé à rafler les grands combats, les grands événements. Il a impacté vachement Las Vegas. Et ça se passe là, tu vois. Je crois même que c'est le premier film, parce que tu sais, les casinos de Las Vegas aiment être dans les films. Moi, j'adore regarder les films cartes postales de Vegas où en fait tu t'aperçois qu'en fait c'est une carte postale pour le casino, c'est que ce soit le Mirage, le Wynn, le MGM, et j'ai l'impression que c'est que la couleur de l'arnaque ou The Great White Hype arrive. Et puis, en fait, ce film n'a pas été compliqué à écrire puisque la boxe, dans ces événements récents ou dans les années 80, a tout donné aux scénaristes. A tout donné. Le principe de base de créer un combat où on va mettre de l'huile sur le feu sur la question raciale a été fait par Don King. 82, Larry Holmes et contre un boxeur, Jerry Coney. Et d'ailleurs, Jerry Coney avait une grosse hype, même si il envoyait du parpaing, une grosse hype, et ça a agacé Holmes à l'époque. Donc le combat s'est fait et Holmes, il était possédé, tu vois. Il voulait en finir avec non pas Jerry Coney, mais avec la hype sur Jerry Coney, tu vois. Et donc il a contribué à cet amalgame bien fait par Don King. Et donc c'est un combat c'est une soirée absolument terrible parce que c'est une recette incroyable pour le Caesars Palace en 82. C'est un gros combat, une rémunération énorme. On dit aussi que Reagan avait fait poser un téléphone dans le vestiaire de Cooney si jamais il gagnait et qu'il n'aurait pas appelé Larry Holmes qui gagnera ce combat. On vous explique tout dans cette vidéo. Cette discussion Hall of Fame concernant Larry Holmes. On vous explique tout là-dessus. Allez-y, évidemment. Je mettrai le lien. Et donc, finalement, c'est une histoire assez terrible. Tu sais, comment dire, les bas instincts ont été valorisés. Mais la belle histoire dans ce cauchemar, c'est que Larry Holmes et Jerry Coney deviendront amis. Finiront par devenir amis. Ils sont toujours amis actuellement. Tu les vois, ces deux papis maintenant. Ils sont très, très amis. Et ça, c'est humainement, heureusement que cette amitié est née pour sauver, sauver un peu tout ça. Donc, sur le principe du champion black qui a finalement besoin d'une hype d'un blanc, et dans la boxe, on appelle ça, tu sais, de Great White Hop, toujours, et là, il le change en hype, donc le titre était quand même bien trouvé. Et puis, pour ce qui est de l'Irlande, du black contre l'Irlandais, et puis surtout du what the fuck moment que la boxe peut fournir, les années 90 vont fournir des what the fuck moments, et on est en plein dans cette période où il y a des combats fous. Et puis il y a cet événement mondial qui finit dans un combat what the fuck, c'est ça. Le 19 août 1995. Je l'ai vécu, c'est un énorme souvenir, même si le combat est what the fuck-esque. On s'en foutait quelque part parce qu'on voulait voir le retour de Mike Tyson. On vous explique ça encore une fois dans cette vidéo. C'est le 2e épisode de la discussion Hall of Fame Tyson. Voilà, vous pouvez la retrouver. On vous explique avec Christian Delcourt qui était sur place, qui était au bord du ring, qui a tout vu. On vous explique tout ça. Et puis, ce retour fait monter un mec qui aurait jamais dû être en face de Tyson, c'est Peter McNeely. Avec Peter McNeely. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, c'est que regarde, ça se passe au MGM. Et regarde au MGM, même les jetons sur les tables avaient le symbole de Mike Tyson. Voilà.
Donc, D'accord. cette image que tu vois dans le film, par exemple, cette image est une inspiration directe de ce qui se passe en 1995 avec un Peter McNeely qui était un poids lourd de type régional, tu vois, au mieux. Mais, Vas-y, oui, excuse-moi. mais tu vois, du coup, ce que tu décris, ça me fait peut-être comprendre pourquoi le film semble avoir été abandonné. Parce Ouais. que Il est what the fuck-esque, comme la c'est- boxe était à ce moment-là. ouais, je pense que c'est jamais bon de mordre trop fort la main qui te nourrit, tu sais, à Hollywood comme dans la boxe. Et là, en l'occurrence, si peut-être que les Las Vegas et les promoteurs de boxe ont ouvert au film grand leurs portes pour qu'ils puissent le faire, et ils s'attendaient peut-être à une comédie plus inoffensive que le film de en réalité, Voilà. et le résultat, en plus de pas être très réussi visuellement parlant, n'a plu à personne, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que t'as pas mal, cinématographiquement parlant, t'as pas mal de cas comme ça dans les années 90. Hein. T'as Showgirls de Paul Verhoeven qui, pareil, donc t'as l'impression qu'il a vraiment eu accès à tout, quoi. Et en fait, c'est un film qui chie sur Las Vegas, mais en version tourista, quoi, tu vois, mais méchamment. Un film comme Los Angeles 2013 avec Kurt Russell, qui est la suite de New York 1997. Tout le monde s'attendait à avoir un blockbuster, machin truc. Et en fait, le mec pousse le principe d'anarchie et le principe d'autodestruction à son point d'incandescence, en fait, tu sais, jusqu'à la fin où le mec, il éteint littéralement la Terre. Et du coup, il y a cette atmosphère-là dans le film. Il y a ce côté je mords très fort la main qui me nourrit, et en même temps une volonté pas très loupée de renouer avec certaines comédies cyniques américaines des années 40, ou un film comme Le Grand Chantage d'Alexander McKendrick avec Burt Lancaster, tu sais, des films qui te décrivaient un monde social avec ses codes, la manière dont ils ont joué, la manière dont ça verrouillait les individus, et la manière dont on était obligé de détruire tout premier ça. Le Bûcher des Vanités de Brian De Palma est aussi un film dans cette veine-là. Et tu sens que dans La Couleur de l'arnaque, en fait, il y avait tout, finalement, pour réussir à prolonger cette tendance. Et en cours de route, ils ont engagé le mauvais réalisateur, et tu as l'impression qu'ils ont juste arrêté les frais au moment où il aurait fallu prendre soin du film au montage, etc. et tout, pour le tailler, pour lui donner la bonne forme, le charme, tu vois. Ouais. Il est très abrupt, un film très abrupt, tu as raison de le dire. Et pour finir, en tout cas, le Peter McNeely, regarde, il y avait son entraîneur-manager qui était juste à côté de lui. Et donc, on a su par la suite, enfin, c'est presque un secret de polichinelle, que son entraîneur-manager avait fait un pari comme quoi il perdrait en moins de 90 secondes. Oh putain. Et c'est ce qui se passe. Il perd en 89 secondes. C'est exactement ce qui se passe. Et en plus que c'est un secret aussi de Polichinelle que Peter McNeely est monté sur le ring coquet comme c'était pas possible. Tu vois. Et c'est ce qui lui a pas empêché de se prendre des power shots dès que Mike a trouvé les ouvertures, dès que voilà, bref. Donc ça, c'est complètement. Enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans cette. Les gens ont le souvenir de ça, c'est imprégné. Et donc, en fait, le cinéma reparle de ce moment what the fuck-esque complètement, parce que moi, je trouve, ce qui m'avait marqué à l'époque, même si j'étais jeune, c'est que je me disais où va aller le combat final. Ce fameux combat final qu'on voit là actuellement, vers où il va aller. Et je trouve que, alors c'est le souvenir que j'ai, peut-être que je me trompe, mais dans le souvenir que je garde de ce film, je trouve qu'en fait, il joue bien la carte de non, en fait, on va aller peut-être sur un Rocky moment. Et encore une fois, comme tu le disais, ils cassent le jouet très vite et ils te font un truc what the fuck-esque, mais qui comment dire, est totalement dans la veine de ce qu'on avait vécu avec cela. Tu vois. Et ça, je trouve que en fait, ils restent proches de leur sujet, quoi. C'est vrai. Et tu vois, c'est aussi que le film se sauve un petit peu parce qu'en fait, tu ne crois jamais vraiment que Peter Berg peut gagner le combat parce qu'il n'y a jamais eu une mise en scène qui est assez efficace pour t'y faire croire. Mais Damon Nuance joue tellement la carte du ridicule en fait que tu te dis que le mec il est peut-être prêt à s'autodétruire au point de perdre sur le ring, tu sais. Et du coup, c'est plus par rapport à lui, t'as toujours un doute en fait sur ce qu'il est prêt à faire et à ne pas faire, qui fait que à travers ça, tu as un petit peu de suspense malgré tout. Alors encore une fois, c'est torché avec les pieds, mais vraiment au sens propre. Mais pourtant,
t'as cet enjeu-là, en fait, qui résiste un peu et qui est plus, je trouve, lié au perso de Damon Wayans et à son espèce de suicide médiatique qu'il orchestre durant tout le film avant sa réalisation finale, qu'à celui de Peter Berg, qui est toujours soumis au ridicule aussi et qui fait que tu crois jamais une seule seconde que le mec est vraiment est en mesure de l'emporter. Il y a un instant où il joue là-dessus, un instant, mais ça ne reste qu'un instant. Et ça ne reste qu'un instant, et après, une sorte de logique implacable revient. Voilà, c'est un film. On pourrait en parler des heures, mais c'est vraiment un film fou, quoi. Moi, je pense, et c'est ce genre de film dont ta logique, ta conscience, ton sens esthétique te dit, il est raté. Et c'est un film fascinant. Ouais. En fait, ils sont rares, ces trucs-là. Et on a tous dans notre collection, dans nos collections de DVD, dans nos films, quoi. On a tous un film comme ça qu'on sait qu'il est mauvais, mais qu'on a fait sien. Et j'ai l'impression que pour moi, comme pour toi, c'est lui, hein, c'est le portrait robot, le portrait type de ce film raté qu'on aime. Mais complètement, j'en ai plusieurs des comme ça, et celui-là en fait partie, il est dans mon top 5 facile. Ah ouais, et c'est le mystère et la beauté du cinéma, en fin de compte, parce que tu dis que même quand c'est comment dire, c'est que ça ne peut pas l'amour que tu portes à un film ou le désamour ne peut même pas en fait s'arrêter à ses qualités esthétiques, en fait. Même quand c'est raté, même quand c'est objectivement pas défendable, le cinéma en fait ne se résume pas à ça. C'est un truc qui survit, un truc qui échappe, et tu dis c'est vraiment un sujet fascinant à étudier. Et revoir The Great White Hype ou La couleur de l'argent, qui est vraiment un excellent titre en plus, hein, faut l'avouer, de l'arnaque, pardon. La couleur de l'arnaque. Ça fait partie de ce plaisir à être fasciné par le fait que le film est loupé et réussi dans ce qu'il loupe, en fait. C'est vraiment très 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 difficile à définir, et c'est ce qui le rend fascinant. Et je pense que ce qui le sauve aussi un petit peu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le film parle un peu de lui-même, finalement. Le film parle un peu de lui-même, de ce côté fou, mais aussi qui devrait faire le béni oui, faire consensus, et qui malgré tout s'arrange toujours pour chier dans la colle, quoi, tu vois. C'est ce qui participe au charme du film. Ouais, puis je pense qu'il y a un mécanisme psychologique chez nous qui fait que on ne peut pas croire à l'outrance. Enfin non, c'est trop gros, c'est trop gros. Mais finalement, revoyez ce film, et tous les connaisseurs de boxe, tous ceux qui connaissent leur histoire de boxe sous le bout des doigts, ce film peut-être ce film nous donne l'esprit, la mentalité de comment se sont faits ces combats, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quand même dur à accepter, mais je pense qu'ils sont bien plus proches d'une réalité, tu sais, en termes d'ambiance. Dans quelle ambiance, en 82, Don King et tout ça a monté Holmes et Cooney et tout leur entourage, et dans quelle ambiance ils ont monté Peter McNeely pour affronter Tyson en 95. Voilà. C'est ça, mais en fait, c'est exactement ça. C'est de la même manière que tu te dis que plus c'est gros, plus ça passe quand tu cherches à prouver un truc. Là, tu vois le film, tu dis, même si c'est mauvais, ça passe quand même. Le film est presque la démonstration involontaire de ce qu'il entend prouver et traiter à travers son scénario. Plus c'est gros, plus ça passe. Et là, en l'occurrence, plus c'est mauvais, et ben ça passe quand même. Et c'est mauvais quand même. Et le film est une démonstration, comme ça, tu dis, mais comment ça se fait, tu vois? Et c'est ça qui le rend vachement intéressant. Et et je te dis aussi pour ce cynisme, etc., ou sur la question raciale, où le mec il se dit à la fin, les personnages les plus sympathiques, tu te rends compte, c'est ceux qui se disent que la seule couleur qu'ils voient en Amérique, c'est le vert. Voilà. La couleur de l'argent, tout à fait, très belle conclusion, évidemment. Eh ben, écoute, c'est assez rare de faire une vidéo pour vraiment recommander un film raté. C'est assez rare, mais là, vraiment, on le recommande pleinement. Voilà, et puis, vraiment, je trouve que, bon, on a parlé du film, mais au-delà du sujet, au-delà de tout, je trouve que c'est un film des années 90 aussi, et on aime bien ça, toi et moi, notre ami Fouad, bien sûr, Antoine, enfin, on est des mecs des années 90, et il y a l'ambiance 90 qu'on ne retrouve plus. Vous aviez parlé des Ailes de l'Enfer il y a peu de temps, mais ça, ce genre de film est aussi vraiment, c'est un retour en arrière, quoi.
Je sais Hmm. pas ce que tu en penses. Si, clairement, ouais, bah, il y a cette espèce de parfum de saison, en fait. Tu sais qui n'est plus disponible dans les magasins. C'est comme acheter un, acheter un produit, une boisson, etc. et tout, tu sais, qui n'est plus vendu nulle part, en fait. Et puis de temps en temps, en fait, tu tombes sur un truc qui traîne dans un carton quelque part au fin fond de je ne sais pas trop quoi. Tu bois et t'es juste content, en fait, que tes papilles reconnaissent, en fait, le goût de ce truc que tu buvais quand Ah tu ouais, étais gamin. Et ouais, bah, ça participe clairement au plaisir. T'as ce ton, t'as cette espèce de cynisme assumé, même triomphant, quoi, tu vois. Cette outrance, en fait, dans le spectacle et cette espèce de ce côté mal poli en fait où t'as l'impression qu'il y a aucune limite en fait. il n'y a aucune limite. Il y a aucune limite, il y a aucun politiquement correct ou incorrect, il y a juste aucune limite à Ouais, ce qui est ouais, c'est vrai. acceptable. Et Et c'est c'est rare ça, les films no limites, hein. Mais il en fait partie, il en fait partie. Et vraiment, vous le recommande parce que je pense que vous allez halluciner. C'est une halu ce film. C'est une complètement. halu totale. Alors dis-moi, Guillaume, t'as vu, j'ai essayé de prendre ma voix la plus suave pour faire comme Fouad, ton acolyte de l'heure magique. Quoi de neuf pour l'heure magique? Alors là, déjà, je reconnais l'effort de la voix suave, mais Fouad, en termes de voix suave, est à un Imbattable. level cosmique. Il est à un Imbattable. level cosmique. Imbattable. C'est Fouad, impossible. tu vas nous regarder, Fouad, t'es imbattable, tu le sais. Tu mets la Il est même voix. dangereux, hein, ne pas faire écouter Fouad à sa compagne, hein. Ah non, surtout pas. Si tu mets Fouad avec sa voix suave en robe de chambre ou en col roulé, alors là, c'est vrai, t'as un package, mon pote, mais tu te découvres sur la voie lactée, t'es juste là, toi, t'es juste cloué sur le plancher des vaches. Mais du coup, oui, non. Alors, la magique, là, en ce moment, on continue notre cycle Robert Zemeckis que nous avons entamé il y a quelques semaines de ça avec son premier film, Close Day. Donc là, on a traité À la poursuite du diamant vert, qui est le moins réussi des films de Zemeckis, mais qui est quand même un film indispensable dans sa filmographie. On va s'attaquer à Retour au futur, et puis là, on a plein de trucs sympas qui vont arriver sur d'autres pastilles des années 90 Retour que vers le nous futur, adorons qui est tant. toujours avec nous, hein, qui est toujours avec nous Voilà, dans la piraterie de la boxe, hein, évidemment. c'est clair. Voilà. Bah écoute, Guillaume, c'était un plaisir de parler de ce film avec toi. Plaisir partagé. Tu sais très bien de toute façon qu'on se retrouve bientôt. Guillaume, qui est aussi un gros fan de boxe et qui, pour un certain combat, sera là parce que ça lui tient à cœur et ça me fera plaisir que tu m'accompagnes. Donc, on n'en Merci. dit pas plus, on garde la surprise pour nos abonnés. Allez vous abonner à l'heure magique, évidemment. Et puis, dites-nous ce que vous en pensez de The Great White Oui. Hype. Vraiment, tout simplement. Merci Guillaume de l'heure magique et Merci, à Captain. Merci, professeur. bientôt. Ciao!